Jean-Louis, la question brûle les lèvres de tout le monde. Avez-vous des nouvelles rassurantes de Jules Bianchi? Ni rassurante, ni inquiétante, aucune nouvelle. En réalité, à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire lundi, le lendemain de l'accident, rien n'a filtré de l'hôpital du Japon. Il faut 24 heures pour que l'opération dise quelles sont les séquelles, est-ce qu'elle a réussi, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est pas grave. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on reviendra, sans doute vous et moi, sur cet accident au cours des heures à venir. Je sais que monte dans l'avion en ce moment même, donc il est pas loin de 15 heures, Nicolas Todd, le manager de Jules Bianchi, pour se rendre au Japon, accompagné de notre ami Gérard Saillant, qui va essayer, lui, de comprendre, médicalement parlant, ce qui se passe. Et pour l'instant, on n'a rien d'autre. Il faudra attendre l'arrivée de Nicolas et de Gérard là-bas sur place, et naturellement, d'en savoir un peu plus après. Jean-Louis, ce qui est vraiment invraisemblable, c'est qu'on le sait, la FIA veut vraiment énormément de sécurité autour de ces grands prix. À qui la faute? Qui est responsable de ça? Alors je dirais en premier lieu les conditions atmosphériques, mais pas celles qu'on croit. Je dirais en premier lieu le fait que le Grand Prix a démarré toujours assez tard au Japon et qu'il fait nuit à 17h15. Nuit. Ce que vous voyez à la télévision n'est pas ce qu'on voit exactement dans les conditions de course. Il faisait extrêmement sombre. Alors je pense que déjà là, il y a, avec la lumière qui tombe complètement, il y avait déjà un problème de ce côté-là. Ensuite, il y a eu un drapeau jaune qui signale un danger qu'il faut ralentir, mais est-ce qu'il n'y avait pas par hasard un double drapeau jaune, ce qui signifie au pilote que là c'est grave, il faut faire très attention. On ne l'a pas vu. Ensuite, eh bien, il y a une sortie de piste de Adrian Sutil dont il faut dégager la voiture parce qu'elle est mal placée dans la sortie de trajectoire, c'est le cas de le dire. Et puis il y a cette grue mobile qui vient chercher la voiture. Et le temps qu'elle vienne chercher la voiture, voilà, il s'est passé quasiment un tour et Jules Bianchi est arrivé et a percuté, est passé sous cette grue mobile. Vous voyez l'obstacle que ça fait. Les conditions, elles sont celles-là. Alors, vous allez me dire, et la sécurité, est-ce qu'on ne doit pas arrêter la course? Oui, on aurait pu, effectivement. Il pleuvait beaucoup, la voiture de sécurité a dirigé le départ, puis elle s'est écartée, la piste a commencé non pas à sécher, mais à être moins humide, et puis c'est retombé violemment. Peut-être que là, il aurait fallu envoyer à nouveau la voiture de sécurité avant d'arrêter peut-être la course complètement. On a toujours tendance à oublier que la course automobile, c'est dangereux. Ces dernières années, on sait très bien qu'il y a eu des accidents extrêmement graves, et puis il y a des périodes où rien ne se passe, et puis tout d'un coup, il y a des accidents comme ça. Il y a eu Dan Waldon aux 500 miles d'Indianapolis. Là, on a Jules Bianchi. Donc, on ne sait pas du tout où on a tendance à oublier ça dans la quiétude des courses, ou je dirais le lieu commun des courses. Mais c'est toujours très dangereux, la course automobile. Et là, eh bien, Jules Bianchi le paye en ce moment. Lewis Hamilton remporte donc ce Grand Prix malgré une météo très très maussade. Qu'est-ce qui a fait qu'il a devancé Nico Rosberg, son coéquipier? Sans doute quelques réglages sur la voiture, puisque tout le monde savait qu'il allait pleuvoir. Donc là, à partir de cela, on peut adapter des réglages différents. Et puis le lendemain, on est le dimanche, avant la course, on sait que les voitures sont en parc fermé depuis le début des qualifications, on ne peut pas y toucher, sauf changement des conditions atmosphériques. Et là, on a changé les ailerons, enfin on a réglé différemment les ailerons. Et en l'occurrence, peut-être que Rosberg n'avait pas les mêmes réglages que Hamilton. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut bien voir l'histoire. Il faut voir que même si maintenant il y a 10 points d'écart entre Hamilton et Rosberg, je pense que là, Hamilton, il a marqué un coup extrêmement sérieux. Et là, Nico, il va falloir qu'il s'accroche pour sérieusement remonter la pente. Sébastien Vettel remonte sur le podium, c'est la deuxième fois de la saison, mais une page se tourne pour le quadruple champion du monde. Il quitte Red Bull pour Ferrari. Alors Ferrari, il ne l'a pas encore dit, mais tout le monde sait que c'est à 99,9%. On sait également que Fernando Alonso a fait arrêter un communiqué qui devait dire probablement qu'il partait. Il a fait arrêter ce communiqué-là samedi matin. Donc on peut penser quand même que Vettel va chez Ferrari. Mais en attendant, la page qui se tourne, vous avez raison, c'est ça l'important. C'est que l'équipe Red Bull ne va plus être tout à fait la même. Même si Vettel a été battu par Ricciardo au cours de la saison,
même s'il s'est montré moins astucieux dans la mise au point, moins vibrant dans les courses, il est Vettel, malgré tout. Il apporte beaucoup à son équipe, énormément à son équipe. Et là, moi, je suis un peu inquiet sur le devenir de Red Bull et Renault, parce que je vois que les valeurs s'en vont. Adrian Newey ne travaille plus, Peter Promodrou est parti, il est parti chez McLaren, c'était le bras droit de Newey, donc ça fait déjà 2 éléments techniques importants qui ne sont plus là, et puis Vettel, parce que Vettel, malgré tout, il apportait quelque chose, je dirais, à l'équilibre du team, et en l'occurrence, je pense que surtout à Red Bull, parce que lui, Vettel, chez Ferrari, il a un nouveau challenge tout tracé. Et je crois que c'est ça qui lui manquait chez Red Bull, un nouveau challenge. Et bien là, il en a un beau. Maranello, c'est une écurie formidable pour un pilote comme Vettel. Donc il va bien voir que l'avenir peut lui sourire. Et donc Alonso chez McLaren? Ce n'est pas fait non plus. Ce n'est pas fait non plus. Là, il y a 2 versions. 2 versions qui se corroborent l'une et l'autre. Fernando Alonso peut, lui, aller relever un défi McLaren et Honda. Et on dit que Honda est prêt à le payer assez largement. Mais il peut aussi faire, comme mon ami Alain Prost, prendre une année sabbatique et attendre, ça c'est très amusant, et attendre que le torchon brûle vraiment entre Hamilton et Rosberg. Donc là, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais ça veut dire que si Alonso ne nous dit pas dans les heures qui viennent ce qu'il fait, ça veut dire qu'on devra attendre la fin de la saison pour savoir ce qu'il fait vraiment. Je reviens de 2 secondes sur Red Bull. C'est Kvyat qui va prendre le baquet de Sébastien Vettel. C'est un peu rageant quand on voit les résultats encore que nous signe Jean-Éric Vergne. Oui, je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord, sur les points même, sur les points. Mais on ne pourra pas empêcher les gens de Red Bull de penser que Jean-Éric n'a pas donné tout ce qu'il pouvait donner, premièrement. Deuxièmement, les qualités de Kvyat sont exceptionnelles, il faut bien voir ça. Et Kvyat, on oublie beaucoup qu'il est à sa première saison de Formule 1. Et que donc, ça peut être un élément absolument sensationnel dans la grande équipe Red Bull. Donc, on verra le résultat. Bien sûr que c'est rageant. Mais bon, la période est ainsi. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je n'en sais trop rien. J'espère que ça va s'arranger. Mais pour l'instant, je vois globalement la France, on est en perte de vitesse.